Lorsque des personnes me disaient que j'avais un haut potentiel, ben je me dis mais c'est peut-être vrai. Parce que ce que je développe, j'ai l'impression que c'est le b.a.-ba de la réflexion sur un livre, savoir déterminer de manière approximative à quel genre un livre appartient, de manière approximative puisque certains appartiennent à différents genres. Et dans ce cas, il faut peut-être dire justement ce livre est hors catégorie et la catégorie hors catégorie est une catégorie à part entière également. Voilà. Alors, je prends un exemple d'un de mes livres qui est intitulé, je prends un exemple de mes livres pour vraiment faire comprendre en profondeur ce que je veux dire parce qu'apparemment le message ne passe pas. Alors donc je me dis, je suis pas assez pédagogue, il faut que je continue. Alors, donc, L'inconnu du lac de Guéry, c'est un livre, on va dire, qui appartient au genre fantastique, en simplifiant à l'extrême, même si c'est plutôt, quand on y réfléchit, un livre fantastique, philosophique, mais pas prétentieux pour autant, hein, et qui concerne un petit peu l'après-vie. Voilà, j'ai à peu près dit ce que c'était. Alors, il y a Madame Untel, l'acheteuse lambda, qui achète ce livre, qui voit Lac de Guéry, l'inconnu du lac de Guéry, et qui croit que c'est un ouvrage du terroir parce que je fais allusion à des décors, de la région, d'une région, qui peuvent évoquer le terroir effectivement. Mais si elle discute quelques secondes avec, même quelques minutes plutôt, avec l'auteur qui est en dédicace, mettons, ou si elle consulte la quatrième de couverture, elle voit plutôt que c'est plutôt un roman qui appartient au fantastique, poétique, philosophique, basé sur la beauté des paysages naturels. Voilà. Donc on peut pas se tromper. Il y a cette dimension fantastique qui est explicitée à la quatrième de couverture. À partir de là, on peut projeter tout ce qu'on veut. On peut se dire, ah ben tiens, le personnage qui est sur le lac de Guéry, ça peut symboliser la mort, l'amour, le but que l'on poursuit, tout ce qu'on veut. Là, tout est possible. L'auteur n'a pas forcément d'idée précise à ce sujet. Donc là, la subjectivité doit fonctionner, et plus elle fonctionne, plus c'est merveilleux pour l'auteur. Là, je vous dis franchement. Par contre, ce qui ne va pas aller, c'est que des gens qui vous disent mais vous racontez n'importe quoi, ce que vous racontez est faux. Il ne s'est pas passé ça à tel endroit, c'est faux. Il n'y a pas de personnage de dame blanche qui vogue sur le lac de Guéry quand il est glacé, gelé, et qui a d'ailleurs la pêche au trou. Il n'y a personne à part les pêcheurs au trou, et il n'y a pas une dame en blanc qui circule sur le lac. Je dis mais monsieur ou madame, oui, effectivement, je le sais, ce n'est pas un roman réaliste, c'est un roman fantastique. Vous voyez? C'est ça que je veux vous expliquer. Après, toutes les projections subjectives sont possibles par rapport à ce livre, son interprétation, et au contraire, moi je suis avide de ça, hein, mais il faut comprendre que ce n'est pas un livre réaliste qui ne peut pas s'évaluer en référence aux standards du roman du terroir. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, par contre, là, je vais laisser les commentaires. Répondez-moi. Est-ce que je me fais comprendre? Mes sujets, ce n'est pas la subjectivité dans l'art, hein, je ne traite pas de ça. Je parle d'un cadre que l'auteur dresse au départ. Au départ, par exemple, je reprends l'histoire de la planète plate, l'auteur décide que ses héros évoluent sur une planète qui est plate. Alors, il y a un lecteur qui va dire « Ah mais je comprends pas, la Terre est ronde, il s'est trompé. » Non, ça veut dire que ça appartient à un genre qui s'appelle la science-fiction. Bon, je suis pas spécialiste sur la question. Ce genre, ça peut être la fantasy. J'ai pas assez d'éléments pour vraiment recataloguer le roman. Il y a des dystopies, il y a des utopies, il y a beaucoup de choses hein, en science-fiction. Moi, je n'y connais pas suffisamment pour vraiment avoir le mettre dans une catégorie précise. Et voilà. Et c'est ça, ce n'est pas un débat sur la subjectivité de l'art que j'ai lancé, c'est pas du tout ça. Et une écoute attentive aurait dû permettre de lever cette ambiguïté. Effectivement, quand on est face à une statue, moi si j'étais sculpteur, je prends l'exemple, je vais devenir sculpteur, tiens demain. J'ai aucune compétence malheureusement là-dedans. J'ai représenté une statue représentant un homme avec plein de muscles parce que bon, c'est mes fantasmes sexuels. Alors, on peut y voir ce qu'on veut. Moi, j'y vois mes fantasmes sexuels. Peut-être qu'inconsciemment, j'y vois un idéal qui représenterait une allégorie de je sais pas quoi. Enfin, ça me vient pas à l'esprit. D'autres y verront autre chose, mais là, c'est pas un problème du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout.
Par contre, dans un roman, si la clé du roman, c'est que un personnage A fait passer sa substance d'un personnage B et que c'est écrit, il n'y a pas de place à la subjectivité sur cette dimension. Par contre, il y a la place à la subjectivité sur plein d'autres dimensions qui là sont acceptables et qui vont me faire un retour que je vais trouver intéressant. Notamment, sur le lac étincelant, j'ai eu des retours très intéressants de choses auxquelles je n'avais pas pensé et qui pouvaient faire songer à ça. Et donc là, j'ai très bien pris, au contraire, enfin, voilà. Donc, si vous lisez un livre qui est un roman à l'eau de rose et qui est intégré dans une collection eau de rose, ne vous plaignez pas et ne dites pas « Ah bah c'est un roman à l'eau de rose, ça me plaît pas du tout ». Bah, vous le saviez avant, sauf si c'était pas clair, effectivement. Si vous lisez un roman policier avec une histoire de détective, plutôt on appelle ça roman policier, mais moi j'appelle plutôt ça histoire de détective, ah ben ça m'intéresse pas puisqu'en fait c'est un crime qui a été commis et il faut trouver le coupable. C'est un who done it, on appelle ça. Moi j'aime pas les who done it. Bah oui, mais c'était marqué là. Regardez, roman policier, Monsieur Machin a été assassiné. Est-ce que c'est sa femme qui a fait le coup? Est-ce que c'est son ami de collège? Est-ce que c'est son collègue de travail? Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, que vous projetiez des explications autres dans la résolution de l'énigme, vous dites là sur le roman policier, c'est très carré, très bête, très cartésien. Mais si par exemple mon inconnu du lac de Guéry, j'en reviens à ça, eh ben vous pensez que en fait c'est quelqu'un qui est déguisé, pourquoi pas, qui évolue sur le lac, c'est une hypothèse. Ça peut être quelqu'un qui symbolise l'amour, ça peut être un fantôme qui symbolise le remords, ça peut être une allégorie de l'après-vie, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Mais tout est possible et alors là, je vais être absolument ravi d'entendre toutes vos explications. Ce n'est pas ça le problème. Donc, à mon avis, il y a des gens qui font semblant de pas comprendre et qui pensent que je traite de la subjectivité dans l'art. Non. Je le redis encore, je prends un autre exemple. Hein. Le canevas. Vous avez un canevas blanc. Là, cette fois, je vais pas le montrer parce que le mien que j'ai est pas blanc. Et ce canevas, il n'a pas de motif. Alors, le canevas, on vous impose, pour un examen, mettons, de broderie, ce canevas qui fait, je sais pas moi, 6 cm sur 8, sur 8 cm, et vous devez inventer un motif. Alors, la partie hauteur fixe, c'est le canevas. Là, vous pouvez pas déroger. Vous êtes obligé de passer par là. La partie subjective, c'est votre broderie personnelle, votre interprétation personnelle du motif, parce que on vous a pas donné de consigne. Il faut faire simplement un motif qui vous plaît, que vous trouvez esthétique. Et ben là, votre subjectivité entre en jeu à ce moment-là. Mais vous ne devez pas, par exemple, faire une peinture sur papier canson, sur toile ou sur tissu ou sur soie. Vous voyez? C'est ça, voilà. Tout ça, on a résumé à peu près tout. Et là, si vous ne comprenez pas, c'est qu'en fait, il y a une personne en partie malveillante qui appartient à la catégorie une seule, des pervers narcissiques. Elle a changé de pseudo d'ailleurs. Là, qui fait semblant de pas comprendre. Ou alors, c'est quelqu'un de vraiment très très limité intellectuellement. Ça existe, mais je ne pense pas que ce soit ça. Voilà. Donc, je ne donnerai pas plus d'explications. J'ai tout dit. Et s'il y a une incompréhension, c'est que soit vous n'avez pas écouté ce que je raconte, soit il y a un problème de perversion narcissique, de volonté de nuire à quelqu'un. Et là, je ne continuerai pas parce que là, j'entre dans le jeu de gens nuisibles, enfin d'une personne à laquelle je pense, celle qui mettait les guillemets, qui avait une quinzaine de pseudos, masculins, féminins, etc. Voilà, merci de m'avoir écouté et cette fois je vous laisse parce que je veux bien être gentil mais ma patience a quand même des limites. Merci, au revoir.